Salut les cadavres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue à faire le tour des règles que j'ai mises en place sur le dernier monde. Aujourd'hui, on va regarder le compagnon indispensable de n'importe quel aventurier dans n'importe quelle aventure, les armes. Pendant très longtemps, j'ai joué à des jeux qui multipliaient les choix d'armes comme autant de choix tactiques pour obtenir certains effets, ou certains avantages, ou certains inconvénients. Et je dois avouer que je me plaisais bien à l'idée que mes propres personnages ou mes propres PNJ aient l'occasion d'utiliser tout un tas d'armes différentes, que ça leur donnait une sorte de couleur, une sorte de marque de fabrique en fait. Et je me suis rendu compte avec le temps que absolument pas, c'est pas du tout là-dedans que réside la spécificité de votre personnage. Et de surcroît, comme il fallait que je produise un système informatique, mécanique, technique, qui gère tout ça et pas un système humain, il fallait que je réduise le nombre d'armes disponibles pour réduire le nombre de cas spécifiques à prendre en compte. Et malgré tout, il fallait que se retrouvent les principaux trucs qu'on utilise dans la plupart des jeux de rôle. Si on regarde les 11 élus, nous avons l'épée longue, l'épée courte, la dague, la clé mort ou hache à deux mains, qui font partie de la même catégorie, la hache classique, le marteau ou la masse, le maul, qui est le marteau à deux mains, la lance, qui inclut toutes les armes d'ast existantes, notamment c'est celle qui est le plus couramment présente, la hallebarde, qui généralement est dans les mains d'un garde de cité qui attend tranquillement que des problèmes se présentent à lui, le bâton et le javelot, et l'arc. J'oublie tout le temps l'arc. La grande absente, vous l'aurez noté, c'est l'arbalète. C'est complètement volontaire et assumé. C'est une arme que je n'apprécie pas beaucoup. 2, je la trouve pas très pratique dans sa représentation d'action en fait, puisque techniquement c'est censé être encombrant, c'est censé être compliqué à recharger, c'est censé faire plus mal qu'un arc, et surtout, ça veut dire que la civilisation en est à un point où elle a inventé certains mécanismes. Une arbalète, ça se recharge pas comme ça à main nue, ça se recharge avec un mécanisme de roulement, de manivelle, ce qui veut dire que si les arbalètes existent, d'autres mécanismes de ce type-là existent. Logique. Donc pour moi, c'est à la limite du truc technologique. On commence à flirter avec un truc technologique qui me plaît pas du tout. Donc exit l'arbalète. On se retrouve donc avec 4 armes de jet potentielles. L'arc et le javelot qui sont uniquement des armes de jet. On n'utilise pas de javelot pour se battre en mêlée. Et 2 armes qui sont flexibles, la dague et la hache, qui peuvent être soit maniées au corps à corps, soit lancées. Ce qui veut donc dire que non, on ne lance pas son épée, et non, on ne lance pas son épée à deux mains sur l'évêque pour le transpercer et le tuer à la fin du film. Qu'on comprenne qui pourra. Bien évidemment, ces catégories sont des familles. C'est-à-dire que si quelqu'un manie un sabre d'abordage, ou un cimeterre, c'est une épée longue. Si quelqu'un manie un glaive ou une machette, c'est une épée courte. Si quelqu'un manie un couteau, c'est une dague, etc., etc. Ce sont des familles. Si quelqu'un manie un marteau, c'est une masse. Si quelqu'un manie une hallebarde, c'est une lance. C'est comme ça que c'est considéré. Ce qui me permet d'avoir autant d'armes que je veux, mais au final, aussi peu de règles que nécessaire pour manier toutes ces armes-là. Et surtout, ça me permet de ne pas employer des artifices pour différencier les armes les unes des autres, alors qu'en réalité, elles sont complètement similaires. Je revois le panneau de choix des armes de Donjons et Dragons, où il y avait je ne sais plus combien, plus d'une dizaine d'armes d'as différentes, comme s'il fallait faire l'historique de toutes les armes d'as ayant existé. Et forcément, comme elles avaient peu ou prou les mêmes caracs, il fallait inventer des petits trucs pour expliquer que une vouge ça faisait ça, alors qu'une vouge d'isarme ça faisait ça. Non, c'est complètement artificiel, et de surcroît, comme moi je monte un système de jeu, automatique, informatique, il fallait que j'évite au maximum la multiplication de petits cas particuliers et faire plutôt des généralités, c'est bien plus facile à traiter. Donc voilà les 11 heureux élus, avec en bonus 2 armes dont je ne vais pas parler aujourd'hui parce qu'elles auront droit à leur petite vidéo personnelle, à savoir le combat à main nue, la bagarre, au point, et les armes improvisées. Les armes improvisées, c'est quand vous attrapez quelque chose autour de vous, qui n'est pas destiné au combat, mais que vous allez transformer en arme pour l'occasion. Typiquement, un pied de chaise, une poutre, une chope de bière, un caillou.
ça devient une arme improvisée qui a ses propres règles, ses petits avantages, ouais, figurez-vous qu'il y en a, et ses petits inconvénients. Si on devait différencier ces 11 catégories d'armes, principalement, ce qui rentre en jeu, c'est l'éventail de dégâts qu'elles ont, donc en résumé, quel dé on va lancer pour faire les dégâts, les bonus qu'elles peuvent avoir, et les malus qu'elles peuvent donner. Et on va les passer en revue une par une. À tout seigneur, tout honneur, on ne peut pas commencer ce genre de vidéo sans parler de la principale arme de tout bon jeu de rôle, l'épée longue. L'épée, comme on l'appelle, parce qu'il n'y a pas besoin de préciser longue finalement. L'épée, c'est l'arme par excellence des héros, c'est l'arme par excellence des chevaliers. On s'est bouffé tellement de films avec les épées que on a du mal d'ailleurs à équiper les gens avec autre chose que ça. Et ça a toujours été considéré comme l'arme qui a globalement pas de défaut et globalement pas de qualité. Et j'ai eu du mal moi-même à divorcer de ça. Au final, l'épée fait des dégâts au D8, donc de 1 à 8, utilise les techniques martiales d'épée, hein, comme quoi, quand même logique tout ça, et n'a rigoureusement aucune spécificité. Elle n'a ni bonus ni malus, c'est l'arme moyenne, et ça fait que la plupart des gens, donc la plupart des PNJ, l'utilisent préférentiellement à d'autres parce qu'elle est assez standard en fait. Et beaucoup d'armes que je vais vous montrer sont effectuées en comparaison avec l'épée. Si on prend sa petite sœur, l'épée courte, vous voyez que je lui ai placé une amplitude inférieure, donc elle fait les dégâts au D6, de 1 à 6, donc techniquement moins de dégâts. En revanche, elle a un petit avantage, c'est que quand on la dégaine et qu'on veut frapper dans le même tour, donc on n'est pas prêt au combat, il faut la sortir du fourreau et il faut frapper quelqu'un, si vous avez une épée, vous avez le malus logique, classique, prévu dans les règles, de 2 à l'initiative, qu'on a vu dans la vidéo d'avant. Si vous avez une épée courte, vous ignorez ce malus. Donc c'est le genre d'arme qui est suffisamment petite et maniable pour être dégainée rapidement et frapper quand même. Elle partage ce petit pouvoir avec la dague. L'épée courte a malheureusement un effet négatif. Elle ne peut pas infliger de coups mortels. Le coup mortel, pour rappel, c'est quand vous faites le maximum sur votre dé de dégâts. Si une épée longue fait un 8 sur son dé de dégâts, elle inflige un coup mortel. C'est une blessure grave en fait, c'est une blessure handicapante. L'épée courte ne fait pas de blessure handicapante. Si on prend la petite sœur, la dague, c'est clairement l'arme qui a le plus d'effets dans le jeu, positif et négatif. Elle a plein d'avantages, et en contrepartie bien évidemment, vous commencez peut-être à me connaître, elle a plein d'inconvénients. Il n'y a pas de truc magique dans les choses que je fais. Il y a toujours des contreparties. La dague fait des dégâts perforants, elle a une amplitude de 4, donc elle fait des dégâts au D4, ce qui est très classique, ça doit parler à tous les gens qui ont fait du jeu de rôle. Elle fait donc de 1 à 4 points de dégâts. Elle utilise les techniques de la dague, et voilà la belle collection de ce qui se passe quand vous maniez une dague. En 1, tout comme l'épée courte, il n'y a pas de malus à l'initiative pour la dégainer rapidement. On sort une dague comme si on l'avait déjà eu dans la main, ce qui est pratique. En 2, et c'est cumulatif avec ce que je viens de dire avant, une dague offre un bonus de plus 1 à l'initiative. Ça veut dire que vous l'ayez en main ou que vous veniez de la dégainer, vous avez plus 1 à l'init. Vous tapez plus rapidement que quiconque a une autre arme dans la main. Ce qui la rend vraiment très pratique. Évidemment, face à ça, fallait bien mettre du malus, sinon la dague aurait été un truc de absolument incontournable. Comme l'épée courte, la dague ne provoque pas de coup mortel. Donc si vous faites 4 sur votre D4, il n'y a pas de blessure grave, c'est juste 4 points de dégâts. Et cerise sur le gâteau, la dague n'applique pas le bonus de force aux dégâts. C'est trop petit, c'est perforant en plus, c'est pas tranchant. Que vous poignardez quelqu'un très fort ou pas très fort, la dague elle va pas rentrer plus ou moins. Voilà la logique du truc. Une dague c'est 1 des 4. Fin, vous mettrez du temps à tuer quelqu'un avec juste une dague. En tout cas, c'est pas le bonus de force qui va vous y aider. Et si jamais vous lancez la dague, puisqu'elle fait partie des armes de corps à corps qui peuvent se lancer, il y a 2 spécificités. La première, c'est la portée. Vous pouvez lancer votre dague à hauteur de votre force divisée par 2 en cases.
Donc si j'ai 10 en force, je la lance à 5 cases. Si j'ai 12 en force, je la lance à 6 cases. Et c'est arrondi inférieur. Ce qui fait donc que si j'ai 11 en force, je la lance pas à 6 cases, je la lance à 5. Voilà. Et comme les PNJ moyens dans ce monde-là ont 10 ou 11 dans leur carac, ils vont lancer une dague, eux, à 5 cases. Un joueur très fort, ou un méchant très fort, va pouvoir lancer sa dague, peut-être à 6, peut-être à 7, s'il est vraiment très très fort. Et cerise sur le gâteau, et c'est là que ça rend la dague vraiment intéressante, c'est que contrairement aux autres armes de jet, si j'ai 2 dagues, une dans chaque main, je peux les lancer les 2 dans le tour. Et faire 2 jets de toucher en lancer 2 dagues. Alors que si je veux lancer une hache, c'est une seule. Si je veux tirer une flèche, c'est une seule. Si je veux lancer un javelot, c'est un seul. C'est la seule arme de jet qui peut autoriser 2 lancers. L'inconvénient étant évidemment qu'après vous n'avez plus rien dans les mains puisque vous venez de balancer vos 2 dagues. Mais si vous en avez d'autres sur vous, vous pouvez les dégainer sans malus. Vous voyez, il y a une logique à tout ça. On va aller faire un tour du côté de la grande sœur. La Claymore, épée à 2 mains ou hache à 2 mains, je vous le rappelle, c'est inclus. C'est la plus grosse amplitude de dégâts du jeu, c'est 2d6. Donc minimum 1, maximum 12. Et en spécificité, comme beaucoup, voire même toutes les armes à 2 mains, il y a un malus de 2 à l'initiative quand vous l'utilisez. Vous agirez forcément 2 en retard par rapport à quelqu'un d'aussi rapide que vous, c'est une arme encombrante. Et cerise sur le gâteau, pour la manier, il faut qu'il y ait, à droite ou à gauche de votre personnage, une case de libre. C'est une arme qui nécessite de faire des mouvements amples, et il faut de la place pour la manier. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous battre à la Claymore si vous êtes dans un couloir étroit où on ne peut passer qu'un par un, parce qu'il n'y a pas de case à côté de vous. Ou alors si vous combattez à côté de quelqu'un, dans un petit couloir, imaginez un couloir où il y a 2 cases de disponibles. Si vous avez un pote qui est juste à côté de vous dans le couloir et que vos 2 épaules touchent le mur, c'est pas avec votre Claymore que vous allez pouvoir faire grand chose en fait. Ce sont des armes qui nécessitent de l'espace. Ça peut sembler rien, mais je vous promets que dans certains combats et dans certaines positions, imaginez par exemple vous êtes entouré d'alliés, d'amis, vous n'avez pas de cases disponibles autour de vous, vous ne pouvez pas manier votre arme. Vous devez changer et prendre quelque chose de moins encombrant et de moins rotatif dans le fonctionnement, sinon vous allez juste tuer vos potes. On s'éloigne des épées, parce qu'on les a un peu toutes couvertes, on va aller voir la hache, qui ressemble énormément à l'épée, puisqu'elle fait des dégâts au D8, c'est aussi des dégâts tranchants, donc pour l'instant on est absolument dans le cadre de l'épée longue. Elle utilise des techniques martiales de hache, et elle a sa spécificité à elle, qui est qu'elle peut être lancée, alors qu'une épée ne peut pas. Alors vous allez me dire, mais dans ce cas pourquoi prendre des épées? Pourquoi est-ce que tout le monde ne prend pas des haches? La réponse, et on la verra dans une autre vidéo, ce sont les techniques martiales. On peut faire des choses avec une épée, et on peut faire des choses avec une hache, qu'on ne peut pas faire avec une épée. Ce qui fait qu'un personnage va prendre une arme ou une autre, c'est plutôt quelle technique il peut utiliser, quel style de combat permet cette arme-là, plus que quelle est sa plage de dégâts. Et j'assiste moi-même à certains joueurs qui ont pris une arme pour leur plage de dégâts, sans regarder les techniques, et qui se rendent compte que y a des techniques bien plus intéressantes dans d'autres armes, et que s'ils avaient su, ils n'auraient pas juste visé le 2d6 points de dégâts pour faire des grosses patates. Ça ne fait vraiment pas tout, c'est vraiment les techniques qui décident de quelle arme est intéressante pour vous, et pour le style de personnage que vous allez jouer. La hache autorise des attaques très particulières, que l'épée ne permet pas. L'épée autorise des genres d'attaques spéciales classiques, très classiques en fait, alors que la hache, pas du tout. Si vous lancez votre hache, comme la dague, c'est votre force qui va déterminer la portée, c'est force divisée par 2, mais arrondi au supérieur. Donc quelqu'un qui a 11 en force, va lancer une dague à 5 cases et une hache à 6. Les masses et les marteaux sont des armes à une main, qui ont une amplitude de 1d6 comme l'épée courte, qui n'ont pas de spécificité particulière, en apparence, qui utilisent les techniques martiales de la masse, mais en réalité elles ont un petit pouvoir particulier. L'épée courte, si vous vous en rappelez, ne cause pas de coups mortels. La masse, si.
une masse peut causer des coups mortels. Or, la masse fait les dégâts au D6. Ce qui veut dire que elle fait bien plus souvent 6 qu'une épée ne fera 8. Bah oui, logique. Elle a une chance sur 6 de faire le maximum, alors qu'une épée a une chance sur 8 de faire le maximum. Ce qui veut dire que les masses font des coups mortels bien plus souvent que les autres armes. L'épée courte n'en fait pas, la dague n'en fait pas, ce qui fait de la masse l'arme qui a le plus de chances de causer une blessure handicapante. Elle fera moins de dégâts à l'impact que les autres armes, en revanche, il va lui arriver plus souvent, je résume, mais de casser des bras, de faire des foulures, des entorses, voilà. Des vieilles contusions hyper gênantes. C'est une arme qui du coup est très handicapante, juste parce que je ne lui ai pas enlevé la capacité coup mortel. C'est la seule. C'est la seule avec une faible plage de dégâts et qui fait quand même des effets. On va passer au cran au-dessus, la masse à deux mains, le marteau à deux mains, que j'appelle le mol, c'est plus court à écrire, c'est plus sympa. C'est plus impressionnant aussi, je trouve. Le mol, c'est contondant, ça a une bonne amplitude, hein, moins que l'épée à deux mains, ça a une amplitude de 1 des 10, ça permet quand même de faire de bonnes patates, hein. Ça a rigoureusement les mêmes malus que l'épée à deux mains. C'est-à-dire, moins 2 à l'initiative, et il faut une case à côté pour manier l'arme. Et si vous me posez la même question que vous m'avez posée juste avant, à savoir pourquoi prendre un mol puisqu'il y a une épée à deux mains qui fait plus de dégâts, ma réponse sera exactement la même, les techniques martiales. On fait des effets avec un mol qu'on ne fait pas avec une épée à deux mains. Et qui peuvent vachement plus vous intéresser. C'est à vous de voir. On change d'univers en allant voir la lance. Lance, hallebarde, trident, fourche, voilà, tout ça, lance. Ce sont des dégâts perforants, une amplitude de 1 des 8, comme beaucoup d'armes, hein. Il y a beaucoup d'armes qui sont à 1 des 8. Ça utilise bien sûr les techniques de la lance, avec une petite spécificité très sympa, c'est la seule arme qui peut s'utiliser comme une autre arme. C'est la seule arme qu'on peut choisir d'utiliser comme un bâton. Avec le rang de compétences bâton et les techniques martiales bâton. Et avec des dégâts de bâton. Vous pouvez le manier comme l'un ou comme l'autre. Et aussi, et ça c'est pas dégueulasse, c'est la seule arme qui permet de taper à une case de distance de soi. Et notamment à travers un allié. Vous pouvez vous tenir derrière quelqu'un et taper à la lance, par exemple. Ou vous pouvez vous tenir hors de portée de quelqu'un et le taper à la lance tant qu'il est à une case de vous, alors que d'habitude c'est la case juste adjacente. Ce qui rend la lance très pratique dans certaines situations. On va passer aux deux dernières armes de jet à cet usage unique. Le javelot. Javelot, truc en bois, généralement, avec une pointe en fer au bout, qu'on balance, et on essaye de transpercer des gens avec à une certaine distance. Dégâts perforants, dégâts au D8, on peut faire vraiment mal avec un javelot si on veut. Bonus de force, donc quelqu'un de très fort lance des javelots très forts qui font très mal. Et la portée du javelot est égale à votre score de force. Donc quelqu'un qui a 11 le lance à 11 cases, quelqu'un qui a 15 se le lance à 15 cases. Ça peut vraiment avoir beaucoup de force quand on manie un javelot, ça peut vraiment en faire une arme assez terrible. Et un peu inversement, si vous n'êtes pas fort du tout, vous le lancez pas loin et il fait pas trop de dégâts. Et évidemment, le prince des armes de jet, l'arc. J'ai pas fait de décomposition arc court, arc long, arc composite, arc machin, ta mère en short, arc. Il n'y a que des arcs. C'est du perforant au D8, comme le javelot. Ça n'utilise aucune technique, parce que je ne l'ai pas mentionné pour le javelot, mais je le mentionne maintenant. Les armes de jet n'ont pas de technique. Il n'y a pas de technique à l'arc, il n'y a pas de technique au javelot, il n'y a pas de technique à la dague lancée, il n'y a pas de technique à la hache lancée. Ce sont des armes neutres. Spécificité de l'arc, 2. La première est négative, c'est qu'on n'ajoute pas son bonus de force aux dégâts. Oui, c'est l'arc qui envoie la flèche, c'est pas vous. Pas parce que vous êtes très fort que vous tendez l'arc plus loin, ça marche pas comme ça, un arc. L'arc a sa propre force, donc forcément les dégâts ils sont absolument classiques. Donc c'est 1 des 8 points, là où un javelot peut faire bien plus. Donc vous allez me dire, mais quel est l'intérêt de prendre un arc si on a un javelot? Outre l'encombrement.
Ben, l'intérêt, c'est que l'arc a une portée de fou. L'arc a une portée de 50 mètres, 25 cases, et quand on compte sur une arène sur un champ de bataille, 25 cases, c'est quasiment le champ de bataille en entier. Ça veut dire qu'on peut tirer à l'arc de hyper loin, 2 fois plus, si c'est pas 3 fois plus, qu'on ne peut lancer un javelot. Ça en fait une arme absolument mortelle, parce qu'on est vraiment à l'abri quand on tire à l'arc. Après, il y a une petite distinction entre le javelot et l'arc. Ce sont les munitions. Des javelots, vous en avez un certain nombre, vous les lancez, après vous allez les ramasser. Et il y a très peu de chances que le javelot soit cassé, c'est résistant. L'arc, quand vous tirez des flèches, et qu'après vous allez les ramasser, vos flèches ont une énorme chance d'être faussées, cassées, fendues, tordues, d'avoir disparu, vous savez pas où elles sont. C'est plus compliqué de ramasser ces flèches, c'est facile de ramasser ces javelots. Ça peut sembler lambda, mais quand on n'a pas une machine à cracher des flèches à côté de soi, on peut vite se retrouver à court de munitions. Et pareil, si vous prenez d'immenses dégâts de feu, votre javelot va plus facilement résister à l'impact, alors que vos flèches vont toutes cramer d'un coup. Mais oui, on n'y pense jamais à ça, mais en vrai ça existe. Je vous ai fait un petit tableau récapitulatif des portées pour les armes de jet. L'arc, la hache, le javelot et la dague. Et vous pouvez voir qu'en termes de portée, les dagues et les haches, ça va jamais très loin, c'est du tir mais de proximité. Le javelot permet des tirs à bonne distance. L'arc vous permet d'arroser la cible alors qu'elle est super loin. En réalité, le système de jeu est conçu pour qu'une arme ne puisse pas faire l'intégralité de ce que vous souhaitez faire. J'ai voulu amener les personnages à savoir manier plusieurs armes, à en avoir plusieurs sur eux, et en combat à prendre la plus adaptée, voire même à se passer des armes les uns les autres. Si les joueurs ne font pas ça, ils vont se retrouver dans des situations où ils sont coincés. Prenons quelqu'un qui choisit l'épée à deux mains, et qui ne fait que de l'épée à deux mains. Le jour où il tombe sur un adversaire qui le connaît, qui sait que le gars va se ramener avec son épée à deux mains, il place l'affrontement dans un petit couloir, et le mec est désarmé, il n'a plus qu'à s'enfuir, il ne peut rien faire, il ne peut pas attaquer avec sa clé mort. Il peut pas. Elle l'encombre plus qu'autre chose. Autant dire que le jeu est un peu létal, ça veut dire que le gars il est juste mort s'il n'a pas une arme de secours. De surcroît, quand j'ai écrit le bestiaire, il y a tout un tas de monstres qui sont plus sensibles à des dégâts contondants, ou plus sensibles à des perforants, ou plus sensibles à des tranchants, ou inversement, qui sont insensibles, ou très peu sensibles à certaines catégories. Par exemple, les squelettes, les fameux squelettes de jeux de rôle, les dégâts perforants ils s'en foutent. Donc se prendre une dague qui va se loger entre deux côtes, un squelette ne prend pas de dégâts perforants. Si vous ne savez manier que des dagues, que vous n'avez sur vous que des dagues, malheureusement pour vous, un squelette c'est quasiment impossible à avoir. Lâchez votre dague, ramassez un caillou, tapez le squelette avec le caillou, vous allez peut-être arriver à faire quelque chose plus qu'avec votre dague au final. Pour finir, il y a une dernière petite chose concernant certaines armes, deux en fait, de très particulier et de clairement pas inintéressant. La dague et la hache sont les seules armes qu'on peut manier en main gauche. Et donc avoir deux armes et donc faire deux attaques. Les autres armes ne se manient pas en main gauche. Personne ne manie deux épées longues. Ou alors, il tape pas avec. Il essaie juste d'avoir l'air impressionnant avec ses deux armes, mais en vrai, il a du mal à les soulever les deux en même temps. Hache et dague peuvent se manier en main gauche à une condition. Que la personne qui la manie ait au moins un rang de compétence de cette arme-là. Ce qui veut dire que, si je veux avoir une hache en main gauche, il faut à un moment que je dépense des points de progression pour acquérir la hache rang 1. Juste 1. Voilà les cadavres, on a fait le tour de l'arsenal à disposition des joueurs, enfin du moins l'arsenal physique. Je pense que la prochaine fois, on va jeter un coup d'œil, comme je vous l'ai dit, à la bagarre, et aux armes improvisées, qui sont une catégorie d'armes un petit peu à part, avec leurs propres règles. Mais
que j'ai voulu pas inintéressante et que j'ai voulu tactiquement sympathique dans certains moments. Et surtout, ça a été un vrai challenge pour moi d'essayer de rendre les coups de poing intéressants. Parce que dans beaucoup de jeux, le combat à main nue, c'est le parent pauvre, on fait ça quand on n'a vraiment pas le choix. Et de faire en sorte que quelqu'un qui utilise une arme improvisée puisse avoir un impact sur le combat, bien évidemment moindre qu'avec une vraie arme, mais un impact quand même, pour inviter les joueurs à un peu d'inventivité quand ils n'ont pas l'arme qu'il faut à côté d'eux.